Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui, merci Photosola qui m'a prêté le Canon 250D, voilà, connu aussi dans certains pays comme SL3, pour en faire l'essai. Voilà, c'est parti. Alors, tout d'abord, merci Photosola de m'avoir prêté l'appareil photo. Son appareil de démo, il vient juste de l'avoir, donc il en a besoin absolument, mais il me l'a prêté, il m'a dit, allez, prends-le quelques jours et essaye et donne-moi ton avis sincère. Alors, je vais te donner ce même avis sincère. Alors, je vais faire un petit peu d'informations techniques. Bon, je vais donner les données techniques de cet appareil, qui est le successeur du 200D. Et connu aussi comme SL2 dans certains pays. Je vais te passer des photos, j'ai fait, mais des photos plutôt techniques, voir un petit peu pour moi, avoir moi mes impressions, comment ça récupère les couleurs, les machins, les ceci, tout ça. Et aussi, alors c'est pas les super photos, hein, tu vas voir, hein, et quelques vidéos, mais aussi j'ai fait des essais vlogging, parce que beaucoup de gens veulent maintenant. Alors vlogging, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu t'enregistres toi-même, comme ça, voilà, tu vois, et tu racontes ta vie ou tu fais un blog, mais en vidéo, voilà, vlogging, de blog et vlogging, voilà. Donc comme cet appareil a une prise micro, un écran orientable et tout ça, ça peut être un peu intéressant. Voilà. Alors je vais te donner les infos techniques, je vais te donner mon opinion sur cet appareil. C'est un appareil APS-C, donc réflexe miroir, hein, tu vois, ok, voilà. Alors il est venu avec, j'ai reçu avec l'objectif du kit, c'est un 18-55 f4 5.6. Alors normalement les objectifs de base chez Canon c'est 3.5, 5.6. Là c'est ou 3.5, 4.5 même, 5.6 je sais plus. Là c'est un f4 5.6. Alors il est stabilisé, il a voilà, les boutons de stabilisation, tout ça. Donc c'est l'objectif avec lesquels j'ai fait les tests. Il a un capteur de 24,1 millions de pixels. Un processeur, le Digic 8. Alors son prédécesseur, je crois qu'il avait le Digic 7, je suis pas sûr. Il fait rafale à 5 images secondes, mais si tu es en live view, c'est-à-dire que visé depuis l'écran, ça va jusqu'à 30 images secondes, pratiquement 29,97. Il fait de la vidéo 4K, donc beaucoup de gens me demandent, est-ce que ça fait de la vidéo 4K? Oui, ça fait de la vidéo 4K, mais on reviendra là-dessus. Connectivité Bluetooth, Wi-Fi. Il est très compact. Alors c'est vrai, la gamme, ils avaient commencé avec le 100D, je ne sais pas s'il y a eu un 150, alors après le 200, 250. C'est vrai, c'est petit, quoi. Hein. C'est plus petit qu'un 800, quoi, ou qu'un 77D, hein, que j'ai fait le test il n'y a pas longtemps, je te passe par là. Voilà. Alors c'est un écran complètement orientable et 100% tactile, avec une couverture de 100%. Le viseur, par contre, est une couverture de seulement 95, alors 95%. Il ne pèse que, c'est vrai, il est assez léger, 450 grammes. Il a un système d'autofocus, deux systèmes d'autofocus en fait. Il y a le système quand tu utilises le viseur et quand tu utilises l'écran. Alors en écran, il a le fameux, le célèbre maintenant Dual Pixel qui te permet de faire une mise au point de précision. Et par contre, tu utilises le viseur, c'est le normal classique à 9 points. Il a d'ailleurs 9 points de mise au point d'autofocus si tu fais par le viseur et 143 si tu fais par l'écran. Il a un système de nettoyage du capteur, donc c'est bienvenu. Moi je ne l'ai pas essayé parce que j'ai pas sali, donc je ne peux pas te dire si ça marche bien. Il a une stabilisation, alors Canon là fort, ils disent bon il est stabilisé si tu as un objectif stabilisé, mais enfin la palisse dit la même chose. Et puis après il y a une stabilisation numérique au niveau du boîtier. Mais cette stabilisation numérique, tu verras, c'est bien que numérique, donc on verra. Mode autofocus, il y a le AI Focus, le One Shot et le AI Servo. Alors ça veut dire quoi ça? Le One Shot, c'est en fait quand tu appuies, même si après tu recadres, la mise au point reste bloquée là où tu l'avais fait. Après, il y a le AI Servo et le AI Focus. Je me souviens jamais lequel fait l'un et l'autre, mais il y en a un d'eux qui suit sans arrêt le sujet s'il bouge. Et l'autre, si le sujet ne bouge pas, il se bloque comme sur le one shot. Et si le sujet recommence à bouger, il se remet en suivi. Voilà. Donc je ne sais plus lequel fait quoi. Hein. Enfin bon, il y a ces trois possibilités. Alors les ISO, je vais te passer des photos des ISO à partir de 1600 ISO. Hein, je vais te les mettre. Mais ça démarre de 100 jusqu'à 25 600. Mais le test, je le fais à partir de 1600 parce que c'est à partir de là on voit si ça tient la route ou pas. On peut le forcer à 51 200. Et en vidéo, en Full HD, ça va de 100 à 12 800. Et en 4K de 100 à 6400. Alors comme tu vois, jusqu'à 1600, 3200 même, le bruit est correct et assez contenu, donc c'est utilisable à peu près correctement jusqu'à ces ISO, ce qui est vraiment pas mal pour cette gamme de prix, quoi, hein. Balance des blancs automatique.
Il y a aussi des presets style tungstène, lumière, sans ombre, tous ces trucs habituels, plus la possibilité de personnaliser. Le viseur, couverture 95% comme je t'avais dit. Il a une correction de dioptrie. Tu peux prévisualiser la profondeur de champ, mais il n'y a pas un bouton spécial. Simplement, ici, il y a une touche qui est reprogrammable. Donc là, tu peux programmer pour que ce soit par exemple cette touche qui te sert pour voir la profondeur de champ, la prévisualiser avant de faire la photo. Alors, il y a un flash intégré, voilà, qui synchronise à 1/2 centième de seconde. Et il y a aussi une griffe de flash, mais attention, alors je ne m'étais pas rendu compte qu'il avait fait ça sur le 2000 et le 4000D. Ils ont viré le contact central, ça veut dire que seuls des flashs Canon sont compatibles. C'est-à-dire que si toi tu avais des déclencheurs pour faire du strobiste, des trucs comme ça, des flashs hors caméra, en flash déporté comme on dit, eh bien tes déclencheurs ne servent plus à rien sur cet appareil, ni sur le 4000, ni sur le 2000. C'est une nouvelle politique commerciale de Canon. Je ferai une vidéo à part parce que je ne veux pas ruiner la présentation de cet appareil photo pour ça, mais c'est quand même absolument lamentable. Alors évidemment, il y a le menu tout simple, manuel, priorité vitesse, priorité des diaphragmes, le mode P qui est en fait un automatique, mais tu peux toucher les ISO, le tout automatique. Après, tu as des modes scène, par exemple paysage, nocturne, portrait, tout ça. Puis après, les modes de couleur, noir et blanc, machin, ceci, cela. Pour ceux qui ne veulent pas éditer dans l'ordinateur, c'est possible de le faire directement ici. RAW. Les RAW sont à 14 bits. Alors ça, bravo, hein, bravo Canon, parce que beaucoup de gens sont en train de dire oui, mais l'avantage du full frame, c'est que c'est des RAW en 14 bits et sur APS-C, c'est 12 bits. Et moi, je me perds la gorge, je vais dire, les cordes vocales, non, les doigts, en train de dire non, c'est faux. Il y a pas mal d'APS-C qui sont aussi en 14 bits. Bon, là, je confirme, c'est un milieu de gamme, milieu de gamme, bas milieu de gamme. Et il a du 14 bits, donc ça existe aussi, hein, faut pas dire n'importe quoi non plus. Vidéo, temps d'enregistrement maximum 29 minutes et 59 secondes. Alors c'est pas très compréhensible, il n'y a que Sony qui a avec le, pour l'instant avec le, je crois qu'il y a Panasonic aussi, qui ne met pas cette limite. Alors cette limite existe parce qu'en Europe, si ton appareil photo enregistre à partir de 30 minutes de vidéo en continu, il y a une taxe supplémentaire. Donc tous les fabricants ont limité à 29 minutes 59 secondes pour ne pas payer cette taxe. Mais depuis le 1er janvier 2019, cette taxe est à enlever. Donc ils n'ont plus cette limite. Donc ils limitent pourquoi? Eh bien dans le cas de Fujifilm avec son X-T30, il limite à mon avis pour des raisons de surchauffe, puisqu'il limite à 15 et 10 minutes si tu es en 4K ou en Full HD. Donc on est encore même loin de l'ancien temps maximum. Et dans le cas de Sony, le Alpha 6400 n'a pas mis de limite. Et dans ce cas-ci, je pense que c'est dans la même ligne politique de Canon que l'histoire de la griffe du flash, c'est-à-dire que protéger ses hauts de gamme en limitant les gammes d'entrée de jeu. Voilà, tout simplement. Vidéo 4K, ça fait du 24 et du 25 images secondes. En Full HD, ça fait 60, 50, 30, 25 images secondes, mais ça ne me fait pas 24. Donc, c'est-à-dire que si tu veux faire de la photo avec look cinéma en 24 images secondes, tu peux le faire en 4K, mais pas en Full HD. Et en HD, c'est-à-dire 720 pixels de haut, ça fait 60 et 50 images secondes. Après, il y a 11 fonctions personnalisables, ce qui est toujours utile si tu veux personnaliser, mettre ton appareil photo à ton goût. Ça fait du time-lapse. Important, alors là, bravo Canon, il y a un connecteur microphone et aussi un connecteur pour une télécommande. Ce qui est très bien si par exemple tu veux déclencher l'appareil sans le toucher, tu fais la pause longue ou un truc comme ça, mais tu ne veux pas utiliser un téléphone pour le connecter et gérer depuis l'application du téléphone, ce qui est complètement possible sur cet appareil. Et tu ne veux pas le faire, tu peux utiliser une télécommande spéciale pour ça. Voilà. Il y a une sortie HDMI, carte mémoire SD, SDHC, SDXC compatible UHS-1. La carte SD, point, on va parler simplement. Batterie, bravo Canon. Batterie, si tu utilises le viseur et non pas l'écran pour faire la photo, je ne parle pas pour regarder après, tu fais sur une batterie 1070 photos, ce qui est extraordinaire sur cette taille d'appareil photo et ce type d'appareil photo de cette gamme. Par contre, si tu utilises le Live View, c'est-à-dire l'écran pour faire la visée, la photo et tout ça, dans ce cas-là, tu redescends à 300 photos. Au niveau de la vidéo, j'ai lu quelque part, ça tenait dans les 3 heures. Mais sur Canon, j'ai pas lu, ils m'ont pas dit. Mais c'est un mec qui a fait essai, lui, ça tenait dans les 3 heures en vidéo. En faisant 6 clips. C'est-à-dire, pas en continu, mais il a fait 6 clips. Et au total, il avait tenu 3 heures. Voilà. La différence entre le 250D, donc SL3, et son prédécesseur, le 200D SL2,
Eh bien, c'est le même capteur. Par contre, je crois que le 200 avait un processeur qui était le Digix7, je crois. Celui-là a le Eye Detect, mais attention, le Eye Detect ne marche qu'en Live View, pas en viseur. Si tu es en viseur, tu as l'autofocus 9 points. Si tu es en Live View, tu as l'autofocus 143 points, détection de visage et détection d'œil. Okay. Celui-là, il a un stabilisateur digital, mais attention. Attention, là je vais te faire une démo. Il y a deux types de stabilisation, la normale et la extrême. Mais en fait, le système c'est numérique. Donc en fait, c'est pas un déplacement mécanique d'une pièce, mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça fait un crop, ça recoupe. Donc si ta photo a fait cette taille, ça reprend un peu plus court pour pouvoir la déplacer, recadrer en fonction des mouvements que tu fais, tu vois. Donc tu as deux niveaux, le normal et l'extrême. L'extrême, ça fait un crop encore plus fort. Ça veut dire que si tu as un 50 mm par exemple, en extrême, c'est comme si tu avais un 75, tu vois. Donc si tu as vraiment besoin de la stabilisation, ben, tu vas avoir un problème si tu voulais faire du grand angle, parce que tu n'as plus du grand angle, voilà. Tu vois, c'est un problème sérieux. Donc c'est pas, à mon avis, c'est pas une vraie stabilisation. D'ailleurs, tu pourrais très bien en vidéo faire la même chose sous Adobe Premiere ou Final Cut Pro, qui te propose de retailler tes photos pour stabiliser, hein, et ça marche très bien. Mais ça, tu dois le savoir avant. On ne peut pas te faire une pub qui a une stabilisation 5 axes et puis après, tu te rends compte que c'est de la retaille, quoi. C'est ça, c'est se moquer du monde, franchement, quoi. Et c'est stabilisation type moyen. Alors là, je marche avec l'appareil en main, voilà, à main levée. Et c'est stabilisation extrême. Alors je marche, main levée. Alors beaucoup de gens disent, est-ce que cet appareil est bien pour le vlogging? Eh bien là, je vais te faire une petite démo. D'abord en 4K. Ensuite en Full HD avec et sans stabilisation, et tu vas voir ce que j'en pense. Et c'est en situation de vlogging. Le gros problème du vlogging en 4K, c'est qu'avec le crop qu'il y a en 4K, il te faut vraiment un objectif super grand angle pour que tu tiennes, parce que là tu vois ça recoupe, quoi. Alors là un essai vlogging en 1080 Full HD, donc tu vois là il n'y a pas le crop qu'il y avait en 4K, donc ça va, l'objectif est ok, hein. Mais là je n'ai pas activé la stabilisation électronique, donc je vais faire un essai maintenant avec les stabilisations électroniques. Il faut aussi un crop pour voir ce que ça donne. Maintenant vlogging en Full HD 1080. Alors là j'ai mis la stabilisation électronique en maximum, tu vois ça crop aussi, hein. Le résultat c'est que ça coupe, donc je suis dans la même situation qu'avec le 4K, il y a trop de crop là-dessus, quoi. C'est-à-dire que mon objectif, il faut vraiment quelque chose de beaucoup plus grand angle pour que ça tienne. Alors maintenant vlogging en Full HD avec la stabilisation intermédiaire. Alors je pense que ça va mieux au niveau du crop, il est moins fort, donc la recoupe est moins forte, donc c'est quand même mieux, mais ça stabilise peut-être un peu moins, sûrement même. Mais là c'est quand même beaucoup plus utilisable, bien qu'il y a quand même un crop. Là je suis à bout de bras quand même, hein, donc tu vois ça recoupe pas mal quand même, hein. Alors tu vois le gros problème cet appareil, c'est que si tu veux faire du vlogging, à partir du moment où tu veux stabiliser tu as un problème. Le 4K oublie, parce que sinon il faut que tu achètes un super grand angle du style un 10-18 mm de chez Canon, tu vois. Donc moi je pense que ça c'est un peu un problème quand même, quoi. C'est quand même un problème qui peut être même sérieux, quoi. Donc ouais, c'est un appareil pour vlogging, ouais c'est vrai, ça dépend, mais si tu vas marcher, si tu vas te bouger beaucoup et tout, si tu dois mettre la stabilisation, ça va pas être très utile, quoi. Ça va te limiter énormément, à moins que tu achètes vraiment un grand angle, quoi, voilà. Un grand angle pour avoir un résultat comme si c'était pas un grand angle. Bon voilà. Mais bon, alors tu as une application téléphone qui te permet de gérer complètement l'appareil photo, même mettre le géotag avec ton GPS de téléphone. En vidéo, alors vidéo 4K, ben, comme tu as vu quand j'ai fait sur le vlogging, le gros problème du 4K, c'est que tu as pas, en plus, non seulement il retaille, il recoupe, donc il va recadrer, donc tu vas perdre de l'angle, mais surtout il désactive le dual pixel. Alors je t'invite à regarder ma review du M50. Et quand tu désactives le dual pixel, l'autofocus c'est naze, quoi. Ça roule plus, quoi, hein. C'est plus bon, quoi. Ça veut dire que si tu vas faire de la vidéo 4K, il faut vraiment que tu fasses la mise au point en manuel, sinon ça va pas être bon. Et donc ça veut dire que cet appareil photo, vraiment, Canon là, il nous allèche avec le 4K, le dual pixel, le machin, le truc, la stabilisation et tout. Puis tu te rends compte que la stabilisation c'est au prix d'un gros sacrifice, le 4K il n'est pas vraiment utilisable, le flash il manque le bouton au centre, moi le connecteur au centre. Je dis mais attends, mais entre guillemets vous foutez un peu de ma gueule quand même. Voilà.
Bah oui, oui quand même, voilà. Donc, cet appareil photo, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon? Ben, à mon avis, cet appareil photo, il est bon si tu l'utilises seulement, ben, principalement en live view, c'est-à-dire qu'avec l'écran, et non pas avec le viseur, parce que tu as plein de trucs que tu n'as pas. Et la question est la suivante, si tu veux utiliser cet appareil photo surtout sur l'écran, pourquoi tu n'achètes pas directement un mirrorless? Alors c'est vrai, un mirrorless ça peut être plus cher, un XT30 ou un Alpha 6400 ça coûte peut-être le double, un truc comme ça. Donc ouais, c'est un autre pas, tu vois. Mais je pense que cet appareil a plein de trucs qui sont super, qui sont style mirrorless, et puis il les a pas tous. Et puis au niveau de la partie, si tu l'utilises comme un réflexe classique, il y a plein de trucs qui sont bien, qui viennent du réflexe, mais il les a pas tous non plus. Donc tu es là et tu dis, mais attends, là, c'est quoi? C'est un peu bâtard ce truc. Donc est-ce que c'est intéressant? Ben, moi je pense que c'est intéressant si tu as besoin de la taille. Alors il y a un truc que j'aime bien, tu verras sur mon test du 800D, hein, je t'envoie pour, parce que cette revue est déjà assez longue quand même. Et tu vas voir, il y a un truc qui est pas mal, c'est que les menus en fait, tu as deux types de menus. Tu peux avoir menu organisé classique ou le menu organisé guide qui va te conseiller. Donc au fur et à mesure que tu vas toucher les boutons, il va dire mais si tu faisais ça, ça serait plus. Attention, la vitesse est trop basse, tu vas peut-être avoir la photo qui est bougée, truc comme ça. Donc c'est un petit peu ludique et ça te permet d'apprendre. Le 800D le propose. Puis quand tu sais, ben, si ça t'embête, tu passes au menu classique, au conseil classique quoi, à l'arrière, quoi, tu vois. Mais je pense que ce qu'il a cet appareil quand même au niveau de la partie tactile, c'est quand même à mon avis l'appareil qui te permet le plus de gérer super bien les menus. Tu appuies sur la touche de... Voilà, tu allumes là, tu appuies sur la touche Q, voilà, et ça t'allume les menus tout de suite. Tu peux te déplacer, tu fais les clics où tu veux, tu as directement, tu bouges tout. Celui-là, il est vraiment au niveau navigation, il profite vraiment du truc tactile, quoi. Il est vraiment super à ce niveau-là. Mais la question est donc reste la suivante. Est-ce que c'est un appareil photo que je recommande? C'est compliqué, hein. C'est compliqué là, je ne saurais pas dire, parce que le problème des Canon, ils ont sorti tellement de modèles qui se chevauchent les uns les autres, c'est du délire, c'est du délire. Donc en fait, si tu n'as pas besoin du 4K et de la pseudo-stabilisation, ben moi je prendrais son prédécesseur, le 200D ou le SL2, qui est sûrement moins cher. Bon, sûrement on peut le trouver en offre, parce que il a au moins le point central du flash. Et ça va faire des économies en flash, parce que c'est pas la même chose un Yangwo à 50 € qu'un Canon à 200 ou 300 €. C'est pas pareil, tu vois. Et voilà. Si tu as besoin du 4K et tu n'as pas les moyens d'avoir autre chose en 4K, ben je préférerais peut-être un M50 en fait, hein. Donc là, je suis vraiment entre deux eaux, je pourrais pas te dire. Moi, je crois que la seule raison d'acheter ça, c'est si tu voulais acheter un 800D par exemple, mais tu le vois un petit peu gros et tu préfères plus petit. Et celui-là, il est plus compact. Mais ça, c'est un appareil photo, je suis incapable de dire si je te le recommande ou pas, quoi. Moi, personnellement, je ne l'achèterai pas. Moi, personnellement, je ne l'achèterai pas parce qu'il y a des points noirs. Voilà. Moi, je veux pouvoir mettre un déclencheur, ce que je veux, un flash ce que je veux, truc comme ça, voilà. Le stabilisateur, je m'en fiche, parce que si j'avais ça, moi je compterais sur la stabilisation d'un objectif et non pas sur la stabilisation du boîtier. Sur un mirrorless, si, tu vois. Mais je pense que là, le gros doute, c'est plutôt un mirrorless ou plutôt ça. Bah, si ton idée c'est l'utiliser en live view, bah, vaut mieux un M50, hein. Faut même pas hésiter, quoi. Et je parle toujours chez Canon, hein. Tu peux aller voir les autres, hein, mais enfin chez Canon. Si tu veux un style réflexe, ben, peut-être un 800 ou un 77D, même s'il n'a pas de 4K, tu vois, plutôt ça. Voilà, donc c'est compliqué de décider. C'est compliqué de décider là, je peux vraiment pas t'orienter. Ouais, ça chevauche tout là, on sait plus ce qu'ils font Canon, sincèrement. Voilà, ben merci d'avoir regardé la vidéo, merci Photoshop de m'avoir prêté l'appareil. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, il y a un bouton dessous, une clochette, si tu cliques dessus, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Je t'invite à visiter mon site web ericgiraud.com/fr pour la version en français. J'ai des cours de photographie en vidéo ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous ou envoyer un email à info@ericgiraud.com.
J'ai aussi mis dessous des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube. J'ai aussi mis des liens de mon matériel sur Amazon. Merci beaucoup, au revoir.